Bonsoir. Bonsoir à tous. Je voulais d'abord remercier Julien Villalongue qui nous accueille ce soir chez Léonard et Marion Desaunay et Lucas Tiffin qui ont organisé cette soirée. Je vais juste vous dire deux petits mots avant de céder la parole à Vincent Calbeau et à Arnaud Pagès, les deux auteurs du livre, l'architecte et le journaliste, parce que je voudrais les remercier officiellement et en direct en tant qu'éditrice de m'avoir confié ce projet, parce qu'un projet comme ça, c'est pas tous les jours, même chez Erol, qu'on en reçoit. Et pourtant, moi, je m'occupe de catalogues de livres illustrés à contenu, comme on dit. Mais là, on est dans le beau livre, on est dans un livre assez extraordinaire, notamment grâce aux images des créations de Vincent et de son équipe. C'est un livre qui est quand même, et heureusement, un livre de transmission, un livre de partage d'informations. C'est l'ADN des éditions Erol. Et c'est un livre qu'on va offrir, c'est un livre qu'on va garder, c'est un livre qu'on va lire, c'est un livre qu'on va feuilleter, à cause des images époustouflantes et aussi à cause du message de Vincent qui a été si bien mis en mots par Arnaud et qui est véhiculé dans ce livre. Alors avec deux auteurs comme ça, avec une équipe formidable, Marjorie, je ne sais pas où elle est, Nicolas, Marie-Pierre, Marie-Valentine à la maquette, on était sûr de faire un beau livre et on le trouve très réussi. Voilà. J'en suis très fière, on en est tous très fiers, je crois. Et maintenant, on n'a qu'une envie. On n'a qu'une envie, c'est qu'il soit lu, c'est qu'il soit transmis, c'est qu'il soit montré, c'est qu'il soit donné, pourquoi pas, et surtout aux plus pessimistes, aux plus inquiets, parce que c'est un livre qui porte de l'espoir, qui porte des solutions positives. Cette soirée, ce soir, elle est sous la bannière de l'éco-optimisme. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive non plus. Donc profitons-en. Je vous souhaite une très bonne soirée et je laisse la parole aux auteurs, à Vincent et à Arnaud. Merci. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci à tous et toutes d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Avant de rentrer dans le vif du sujet de l'éco-optimisme, je voudrais rappeler ces mots qui ont été prononcés il y a déjà plus de 150 ans aujourd'hui par un naturaliste anglais qui est bien connu. Une espèce ne survit pas parce qu'elle est la plus intelligente, ni parce qu'elle est la plus forte, mais parce qu'elle est la mieux adaptée à son environnement. Et c'est toute la problématique de notre époque, et c'est toute la problématique en réalité de la transformation urbaine. Le problème que nous avons, c'est un problème d'inadaptation majeure avec notre environnement, avec la biosphère et avec le climat. Mais vous allez voir que, fort heureusement, il y a des solutions qui existent pour transformer, pour changer la donne, pour régler le climat et pour nous réadapter à notre environnement, parce que pendant longtemps, nous avons été adaptés à notre environnement. Ça n'est que, en fait, depuis en gros la seconde révolution industrielle et la révolution énergétique que les choses ont commencé à dévier. Voilà. Comme premier thème, on va parler de la mobilité. Voilà, qui est un thème fondamental pour nos villes, parce que nos villes sont agencées depuis, on va dire, la fin du XIXe siècle autour de la mobilité, et plus spécifiquement autour du véhicule thermique, en fait, l'automobile. Concrètement, l'automobile en ville, c'est quoi? Alors déjà, il faut savoir qu'à Paris, les Parisiens et les Parisiennes que nous sommes, que vous êtes, passent 140 heures par jour dans les bouchons. 140 heures par an, à attendre que la voiture qui est devant vienne bien avancer. Ça fait 5 jours, quand même, c'est absolument considérable dans une année. Ça, c'est le premier point qui est problématique. Il y a eu cette réorganisation des villes autour de la voiture a créé un surtrafic, une surabondance de voitures qui sature littéralement l'espace urbain. Donc, il y a énormément d'espace dévolu en fait à la voiture, évidemment, tous les parkings, toutes les places de stationnement. Et puis l'autre problème, c'est que ça pollue énormément. La mobilité, c'est 30% des émissions de CO2 des villes, en sachant que les villes sont responsables à 70% des émissions de CO2 global. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un travail de décarbonation extrêmement important à faire, et ce travail de décarbonation pour la mobilité passe par de nouvelles modalités que tu vas nous présenter, Vincent. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire évidemment pour changer la donne. Donc merci mon cher co-auteur, merci Arnaud. Donc Arnaud, en fait, on s'est rencontrés lors d'une interview, ensuite dans le cadre de
de différents reportages précédents. Et on s'est tout de suite bien entendu parce qu'il est spécialiste dans les villes de demain et dans les technologies passives ou actives qui sont disruptives. Donc les nouveaux modes de pensée pour essayer de changer l'angle de la caméra et voir la société autrement. Et donc, j'ai voulu faire le livre avec Arnaud pour ne pas faire un livre d'architecte, mais faire vraiment un livre qui démocratise les nouveaux modes de vie éco-responsables. Donc, ce soir, j'ai un peu l'impression d'être à mon mariage. C'est pas tous les jours qu'on a ses amis, ses voisins, ses collaborateurs, ses confrères, sa maison d'édition, ses partenaires et autres ingénieurs en tout genre, et surtout aussi des représentants côté maître d'ouvrage, que ce soit des municipalités publiques ou des promoteurs privés. Donc je vous remercie d'être ici aujourd'hui, ça fait tout simplement chaud au cœur. Donc pour commencer et pour enchaîner sur ce qu'a dit Arnaud, j'aime bien expliquer le titre, qui est en fait très simple, Ville 2050, qui est en fait la conjonction de deux emballements. Tout d'abord, on a un emballement démographique. Moi, je suis né en 1977. À l'époque, nous étions 4,5 milliards d'êtres humains sur Terre. En 2050, quand j'aurai 73 ans, la population mondiale aura plus que doublé pour atteindre 9 milliards et demi d'habitants avant de viser le pic des 12 milliards annoncés pour 2100. Or, dès aujourd'hui, tous les statisticiens sont d'accord pour dire que 75% de la population mondiale va vivre dans les villes d'ici les 25 prochaines années, suite à l'exode rural massif que connaissent aujourd'hui les pays émergents. Donc, en tant qu'urbaniste, architecte et designer, la ville est notre terreau de travail principal. Ensuite, on a un emballement climatique. Comme on s'en rappelle tous, durant la COP21, on était tous très contents que Paris nous annonce que finalement on allait pouvoir limiter l'augmentation de la température du globe à 1,5 degré d'ici 2100. Et on vient d'apprendre dans un rapport de l'ONU il y a à peine 2 semaines que finalement on allait devoir s'accommoder à minimum 3,2 degrés et que le gouvernement Barnier envisage un plan d'adaptation à plus 4 degrés. Ça veut dire que dans nos esprits, aujourd'hui, on est passé d'une philosophie où on allait lutter contre les dérèglements climatiques, où finalement on part en lâchant les armes et en disant de toute façon c'est trop tard, maintenant il faut s'adapter. Nous, on a de l'argent pour s'adapter dans les pays riches, mais par contre, ça veut dire que tous les pays émergents et les 1,2 milliard de réfugiés climatiques qui vont apparaître d'ici les 25 prochaines années, eux, n'auront pas cette chance. Et donc, loin de ce constat relativement éco-anxiogène, loin des guerres qui éclatent, loin des polarisations politiques, loin finalement des crises sanitaires et des crises économiques qui se succèdent, on veut porter un message optimiste en disant oui, on peut encore envisager des solutions, des modes d'emploi, des projets d'architecture qui proposent de réparer la planète et le climat. Voilà, l'explication du titre, Ville 2050. Alors, je remercie aussi les éditions Erol, et notamment Stéphanie, qui a fait une belle introduction, et qui, durant le premier rendez-vous, nous a dit « un bon livre, c'est d'abord un bon sommaire ». Bon, elle nous avait mis un peu la pression, mais c'est vrai que du coup, ce livre qui raconte 10 actions d'architecture climatique pour un futur désirable, il est simplement décomposé en 10 chapitres. On va vous présenter aujourd'hui 3 chapitres qu'on a privilégiés parce qu'ils s'adaptent très bien au contexte géopolitique français. Et donc, je tiens quand même à vous présenter quelques autres chapitres. Aider les réfugiés. En fait, c'est des projets qu'on développe notamment avec l'Organisation des Nations Unies ou avec des fondations qui sont dans des pays en guerre pour savoir comment on va venir abriter les réfugiés climatiques qui vont devoir quitter leurs terres suite à l'augmentation des océans et à la salinisation des terres agricoles. On s'intéresse aussi à des projets de reconstruction de villes en guerre, comme par exemple la ville de Kharkiv ou encore la ville de Mossoul, qui a été complètement anéantie en Irak. Dans le deuxième chapitre, on s'intéresse à la résilience alimentaire, à savoir comment notre société peut réinventer l'agriculture intensive en utilisant et en prônant la permaculture, l'agroécologie, l'agroforesterie, l'agriculture urbaine pour manger mieux mais moins et rapatrier les agriculteurs au cœur de la ville. Métamorphoser l'existant et renaturer la ville, c'est notre dada, donc on va vous le présenter en détail. Le chapitre 5 s'intéresse
aux différentes façons de révolutionner le travail, notamment à travers le flex office et aux bâtiments qui offrent aujourd'hui la possibilité de travailler aussi bien en intérieur qu'en extérieur dans des jardins suspendus. On s'intéresse aussi à la consommation. On est amené à participer à des nombreux concours, notamment sur des centres commerciaux 2.0, qui ne sont plus des shopping malls qui sont construits en dehors des villes, à côté des ronds-points, avec des immenses parkings qui sont venus vider de leur substance, de leur vie, les centres-villes historiques, mais bien de centres commerciaux intra-urbains qui recréent un lien entre les producteurs, les consommateurs et les artisans. On s'intéresse aussi aux lieux culturels et on essaye de rabattre un peu les cartes de la façon dont on pense aujourd'hui certaines enceintes culturelles, comme par exemple les centres sportifs. On vient de connaître un très beau mois d'août et de septembre avec les Jeux olympiques et paralympiques, mais on se pose quand même la question en tant qu'architecte et urbaniste si il ne serait pas possible de mutualiser les enceintes sportives pour les JO, pour les Coupes du Monde. Par exemple, d'imaginer des stades flottants voués au nomadisme en mer qui se déplaceraient dans les villes qui accueillent ces grandes manifestations sportives plutôt que de construire des stades obsolètes qui sont complètement abandonnés 1 ou 2 ans après ces manifestations. L'avant-dernier chapitre, il s'intéresse au milieu hospitalier, sur lequel on a eu l'occasion de travailler en Belgique, sur le fait de réhumaniser finalement l'hôpital qui aujourd'hui est devenu une machine à soigner et qui a cassé le lien entre les patients et les soignants, et qui ressemblent un peu à des immenses usines architecturales. Et nous, on étudie la façon dont, grâce aux énergies renouvelables, grâce aux matériaux biosourcés, grâce à la réintégration de la nature dans le milieu hospitalier, on peut en faire des nouvelles rotules urbaines ouvertes aux flux qui les traversent. Et enfin, on change d'échelle. C'est aussi un peu le but de ce livre, c'est de montrer des projets très hétéroclites, des grands projets d'urbanisme, des petits projets de design, des projets d'architecture de toute taille. Et on s'intéresse notamment au mobilier et au mobilier urbain, à savoir comment mettre en œuvre la règle du triple R, réduire, réutiliser, recycler, travailler avec les déchets industriels pour mettre en place une économie véritablement circulaire qui fasse en sorte que tout ce qui est produit et consommé soit recyclé et recyclable en boucle vertueuse. Alors le titre de l'introduction, je l'aime beaucoup, mais c'est ni Arnaud ni moi qui l'avons écrit, c'est la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. Les architectes sont à l'avant-garde des besoins de notre société. Alors ce n'est pas une punchline corporative pour les architectes et les urbanistes, c'est simplement pour expliquer le fait que nous, en tant qu'architectes, on est devenu un peu chef d'orchestre entre les demandes des municipalités, les demandes des développeurs privés et les citoyens. Et nous, finalement, on travaille de plus en plus main dans la main par des processus de démocratie participative pour traduire le programme, traduire les envies des citoyens et les corréler avec les moyens économiques des clients avec lesquels on travaille. Sur ce slide, vous voyez une image très connue de notre agence, qui est la vue du quartier latin depuis la tour du Bourdon de Notre-Dame. Et ici, vous ne voyez pas un Paris gris, vous ne voyez pas un Paris minéral, vous ne voyez pas un Paris muséifié et emprisonné dans sa gentrification. Vous voyez un Paris vert, un Paris respirant, un Paris qui a fait le challenge de la solidarité énergétique en proposant la construction d'architecture contemporaine qui produit toute l'électricité, tout le réseau de chaleur, tout le réseau de frigories et tout le réseau de distribution alimentaire dont les bâtiments haussmanniens ont besoin pour traverser le XXIe siècle. On en reparlera à la fin de la conférence dans le cadre de l'application du nouveau plan local d'urbanisme bioclimatique de la ville de Paris. Je repasse, si tu veux réintroduire le sujet de la mobilité, la parole à Arnaud. Alors oui, je vais revenir donc 2 secondes sur la mobilité, qui est la première thématique qu'on aborde ce soir, en fait, réellement. Donc dans l'idée, il faut changer vraiment les choses. Il faut, d'une part, transformer les véhicules pour les rendre moins polluants. Ça, c'est la première chose. Donc ça passe par l'électrification, mais ça passe aussi par des nouveaux matériaux, en fait, qui peuvent être utilisés à la place des métaux. Ça passe aussi par une nouvelle façon de penser la forme de la ville, donc de miser sur la proximité pour limiter les déplacements, pour que les gens, qu'on ait une vision beaucoup plus égalitaire en fait de la ville, avec des services qui sont mieux répartis entre les populations.
La ville, elle est construite depuis toujours sur l'inégalité. C'est-à-dire qu'il y a toujours une bonne partie puis une mauvaise partie. Il y a une partie qui est très densifiée, généralement celle qui est ramifiée au niveau des réseaux de transport, et une partie qui est souvent un petit peu délaissée, où il y a beaucoup moins de services, beaucoup moins d'accès aux soins, par exemple, ou d'accès en fait à l'alimentation. Donc il faut changer ça et transformer la forme de la ville. Voilà. Et après, il y a d'autres façons aussi d'exploiter la mobilité en ville, avec par exemple la mobilité fluviale qu'on peut développer, la mobilité aérienne. Voilà. Et bien évidemment, après, tout ce qui peut concerner les mobilités actives, la marche et le vélo. Ça veut dire qu'on est quand même au début en fait, d'une véritable révolution de la mobilité où on est en train de sortir du tout voiture pour diversifier les modes de transport et pour les rendre beaucoup plus écologiques, beaucoup plus apaisés et beaucoup plus agréables à vivre. En fait, c'est quand même l'objectif de la chose. Je repasse le micro à Vincent qui nous présente les solutions. Donc ici, ça montre un peu comment le livre il est construit. À chaque fois, vous avez une double page bleue qui explique les défis de notre époque. Et ensuite, on essaye d'apporter des solutions à travers les projets sur lesquels on travaille. Le premier projet sur lequel on travaille qui est en lien avec la mobilité, c'est le projet Manta-Ré, donc de Ré-Manta. Nous, en fait, on travaille beaucoup sur le biomimétisme, c'est-à-dire le fait de s'inspirer des formes, des structures et de toutes les boucles de rétroaction qui existent dans la nature à l'état primaire. Pourquoi s'inspirer de la nature? Parce que si vous prenez par exemple la forêt amazonienne, c'est un écosystème mature qui ne produit aucun déchet, qui n'émet aucune pollution, qui mise toujours sur la coopération entre les espèces et qui limite toujours les excès provenant de l'extérieur. Eh bien, notre leitmotiv à l'agence, c'est de transformer les villes en écosystèmes, les quartiers en forêt et les bâtiments en arbres habités, capables de produire leur propre énergie et de recycler les déchets en ressources. Ici, c'est un projet de renaturation des berges du fleuve Han à Séoul. En fait, c'est actuellement une grande zone d'exposition qui était complètement bétonnée, qui était complètement artificialisée. Et comme beaucoup de fleuves partout dans le monde, aujourd'hui on a ces fameuses rivières atmosphériques qui nous tombent sur la tête et on a ici des crues de plus de 5 mètres de hauteur. Et donc on a proposé à la ville de réaménager le parc Yeouido en venant créer une immense forêt de saules en pleine terre pour faire en sorte que les eaux pluviales puissent venir pénétrer les nappes phréatiques en reculant le front bâti. Et donc ce ferry terminal qui est dédié à l'électromobilité partagée, bref à des bateaux électriques voués au transport en commun, c'est en fait un ferry terminal flottant qui est construit tout en bois massif entrecroisé et dont la structure en forme de double parabole hyperbolique, donc c'est un mot un peu barbare pour dire qu'on utilise les mathématiques minimales pour utiliser le minimum de matière pour construire des architectures intelligentes. Et ce projet, en fait, il repose sur des flotteurs qui accueillent les quais, qui viennent accueillir les différents types de bateaux. La spécificité de l'ensemble de nos projets d'architecture, c'est que pour la plupart d'entre eux, ce sont des BIPOS, c'est-à-dire des bâtiments à énergie positive, produisant plus d'énergie qu'ils n'en consomment, grâce notamment à l'intégration massive des énergies renouvelables au bâti. Ici, par exemple, sur le rooftop, on a 52 arbres éoliens qui intègrent des éoliennes axiales qui tournent sur leur axe et on a de nombreux boucliers photovoltaïques qui permettent finalement au bâtiment d'être débranché du réseau électrique global de la ville pour venir fonctionner en toute autonomie. Ici, le but, c'est de se dire, et on pourrait faire ça à Paris, on a déjà un peu rendu les quais aux piétons, mais ces quais, ils restent toujours complètement bitumés. Et on pourrait imaginer faire un parc végétal superbe sur la rive droite et la rive gauche de la ville de Paris, à partir du moment où on propose une alternative des transports en commun. Et donc, étant donné que toutes les villes d'Europe sont traversées par les plus beaux fleuves, on pourrait renforcer l'offre de transport en commun via ces navettes fluviales. J'y reviendrai à travers d'autres projets de design. Ici, je vous présente un projet qui est en cours d'étude qui s'appelle The Greenhouses, donc le projet des serres, qui est un écoquartier qui veut venir réparer la banlieue entre l'école polytechnique fédérale de Lausanne et le quartier de Chavannes-Pré-Roland. En fait, c'est un quartier qui a été abîmé durant les années 60 par la construction de bars, de tours monofonctionnels, monoculturels et voués tout à l'automobile. Donc, pour aller chercher sa baguette de pain, il faut faire 15-20 minutes de voiture. Et ce qu'on a mis en place ici, c'est un écoquartier construit à 100% en bois massif, où le bois est utilisé pour la structure du bâtiment, le bois est utilisé pour
l'isolant du bâtiment, c'est-à-dire qu'on va récupérer toutes les laines de bois qui proviennent des scieries, qui avant allaient à la poubelle, qu'ici on utilise pour isoler le bâtiment thermiquement depuis l'extérieur. Et ensuite, le bois est utilisé avec différentes essences pour les parements de façade. Ici, c'est un projet sur lequel on a différentes équipes d'architectes qui littéralement s'étaient un peu cassé la gueule sur le plan urbain, tout simplement parce qu'ils avaient été bons élèves et ils avaient appliqué le plan local d'urbanisme de la ville de Chavannes, qui préconisait un taux d'occupation du sol de 65%. C'est-à-dire que sur ce site de 4 hectares, 65% étaient complètement bétonnés par des rues, des routes et des parkings en plein air. Nous, on a pris le contre-pied de proposer de baisser le plan d'occupation du sol à 40%. Pour créer un nouveau parc public urbain de 1,5 hectare dédié à l'agroforesterie et à la permaculture, c'est-à-dire un immense parc public pour les nouveaux bâtiments, mais également pour les HLM existants, qui proposait à la population de cultiver des fruits, des légumes et des vergers, tous ensemble à travers finalement un mini Central Park lausannois. Ici aussi, on a travaillé avec différentes échelles. On a donc proposé de construire un peu plus haut pour libérer au maximum la surface au sol et rendre ce territoire plus perméable. Et enfin, on a pris les plus beaux lieux du projet, c'est-à-dire les rooftops, le centre du jardin, pour les rendre accessibles en ERP, c'est-à-dire ce sont des équipements recevant du public avec des belvédères, des restaurants panoramiques, des crèches, des écoles, des espaces de coworking, pour faire en sorte d'avoir un quartier dédié au concept de la ville du quart d'heure. C'est-à-dire une ville où à moins de 15 minutes à pied ou à vélo de chez soi, on a accès à des espaces de travail, des espaces de coworking, des services et des commerces de proximité, des crèches et des écoles. On a donc un quartier qui peut vivre 24 heures sur 24, qui est sécurisé et qui permet de ramener de la solidarité, de l'inclusivité dans un quartier qui avant était complètement monofonctionnel. Quand on est architecte ou designer, on a la chance de travailler à plein d'échelles différentes. Donc on peut travailler sur des plans urbains, on peut travailler sur des projets d'architecture de 10 logements ou de 500 logements, mais on peut aussi travailler sur du design. L'année dernière, on a été contacté par le groupe Renault et le groupe Arsenal pour imaginer la voiture citadine du futur qu'on a appelée la Timber e-Car. Timber, car c'est une voiture qu'on a proposé de construire uniquement en fibres végétales et en bois d'ingénierie. Notre but, c'était de partir du constat qu'aujourd'hui, il y a un peu une guéguerre entre les moteurs thermiques et les moteurs électriques. Et on sait très bien qu'en fait, on a la même quantité de pollution, mais elle est déportée dans le cas des moteurs électriques. Et pour nous, ce qui compte, alors qu'on a toujours dit qu'il faut essayer de rouler moins en voiture, et on n'a jamais vu autant de SUV à Paris, eh bien, c'était de réduire le poids des véhicules individuels ou de transport en commun. Et ainsi, on a prouvé qu'en travaillant avec des fibres de bois qui proviennent des agrodéchets, c'est-à-dire des parties non comestibles des plantes de l'agriculture industrielle, on pouvait créer des cockpits de voitures qui soient 40% plus légers qu'une voiture traditionnelle construite en acier et en aluminium, tout en respectant les tests de durabilité et les tests structuraux d'une voiture traditionnelle. Et donc on avait proposé ce prototype qu'on espère peut-être un jour voir au prochain salon de l'automobile. Et ensuite, on a été contacté pour développer différents véhicules de transport en commun. On a dessiné des vélos en fibre de bambou et en fibre de carbone qui sont hyper connectés. On a dessiné des véhicules partagés qui ressemblent à 50% à un tram, à 50% à un bus et qui fonctionnent sur des routes à induction magnétique, c'est-à-dire des routes où on n'a pas besoin de rails, on n'a pas besoin de caténaires, mais des véhicules hyper légers qui sont uniquement construits en matériaux biosourcés. Et on sait, étant donné que c'est un livre sur la ville de 2050, on a voulu prendre le contre-pied de la voiture volante qu'on a si bien vu avec Bruce Willis dans différents films. Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'inventerait pas les bus du futur? Les bus volants qui seraient inspirés des eVTOL, c'est-à-dire des bus à décollage et à atterrissage verticaux, qui pourraient notamment venir apporter les services des pompiers et d'aide dans des zones qui sont sinistrées par des catastrophes climatiques, ou encore des bus flottants qui soient
soit sur hydrofoil, c'est-à-dire sur des lames d'acier qui permettraient de se déplacer 2 fois plus vite qu'en bateau-mouche, notamment sur la Seine pour traverser Paris d'est en ouest. Et tout ça, on l'a étudié à partir de filières d'agrodéchets recyclés et recyclables en boucle vertueuse. Enfin, en termes de mobilité, on a eu la chance de construire le musée de la mobilité pour la Belgique à la dernière exposition universelle qui a ouvert ses portes à Dubaï en 2021. Et ici, on a voulu littéralement créer un bâtiment mobile, c'est-à-dire un bâtiment qui, à l'image d'un jeu de Lego ou d'un mécano géant, qu'on peut construire, qu'on peut démanteler, qu'on peut déplacer, qu'on peut reconstruire pour une toute autre exposition, pour un tout autre événement. Bref, une architecture qui lutte contre ce que l'on appelle l'obsolescence programmée. Et donc, on a imaginé ce projet également avec une charpente en bois, en utilisant par exemple 5,5 km de poutres en bois, où on a proposé de venir recycler notamment le bois de palmier qui pousse au Moyen-Orient, pour avoir un bâtiment dédié à la mobilité. Et la spécificité de ce bâtiment, c'est que c'est un Climate Responsive Design. En France, on appelle ça une architecture bioclimatique, c'est-à-dire une architecture qui est dessinée en fonction de la course du soleil et en fonction de l'axe des vents dominants pour faire en sorte que le bâtiment soit climatisé naturellement en pouvant se passer à 70% de climatisation mécanique alors que l'on construit au milieu du désert. En fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'innover, c'est forcément prendre les nouvelles technologies qui existent aujourd'hui, mais c'est également regarder toutes les technologies qui ont été inventées par l'humanité depuis 2000 ans. Et bien ici, en fait, on a utilisé ce qu'on appelle des malcafs ou des puits marocains pour profiter de l'inertie thermique de la Terre pour rafraîchir naturellement le bâtiment. Et tout ce moucharabier en bois, il vient protéger du rayonnement solaire l'ensemble du bâtiment. Et les façades sont recouvertes de jardins endémiques où on vient profiter de l'évapotranspiration des plantes pour rafraîchir l'ensemble des fonctions. À l'intérieur, comme beaucoup de gens le savent ici, moi je suis d'origine belge, donc j'ai contacté mes dessinateurs de bande dessinée préférés et je leur ai demandé d'essayer de raconter le futur des mobilités urbaines dans la capitale de l'Europe d'ici les 25 prochaines années. Et toute l'exposition en fait a été dédiée autour de ce thème. Ce bâtiment, il a accueilli également une grande exposition sur la mobilité du futur lors de la COP27 qui a également eu lieu à Dubaï. Et donc on voulait, par l'architecture, exprimer finalement la possibilité de construire une architecture résiliente, exemplaire, qui soit un mini-héros climatique. Je te repasse le micro, Arnaud. Merci, cher Vincent. Ouais, c'est bon, ok. Alors, la deuxième thématique qu'on va aborder, c'est la métamorphose de l'existant. Voilà, ça, c'est un enjeu majeur, c'est un chantier fondamental en fait du XXIe siècle, parce que la ville, par nature, est un objet historique. On vit dans des villes qui sont anciennes, qui se construisent en fait au fil du temps, avec des techniques de construction qui n'étaient bien sûr pas du tout adaptées au réchauffement climatique. Les villes dans lesquelles on vit aujourd'hui sont essentiellement des villes qui datent, on va dire, du 19e et 20e siècle, majoritairement un petit peu du 21e, et dans ce un petit peu du 21e, il y a quelques bâtiments qui sont en effet adaptés, qui peuvent décarboner et qui peuvent résister au réchauffement. Mais c'est une toute petite partie. Donc l'essentiel de la ville n'est pas du tout adapté en fait à ce qui est en train de se passer, ce qui va accélérer en fait avec l'augmentation des températures. Donc il faut changer la donne et il faut trouver un moyen, à partir de ce qui est déjà là, d'adapter en fait les habitations et les immeubles de bureaux et en gros tous les objets urbains au phénomène du réchauffement. Ça, c'est un chantier fondamental. Ça passe par un certain nombre de solutions qu'on peut appliquer et que tu vas nous détailler du coup, Vincent. Merci Arnaud. Donc sur cette page, il y a une statistique que j'aime beaucoup. La France construit 2,2 fois la superficie de Paris par an sur son territoire. C'est-à-dire qu'il y a 2,2 fois la superficie du Paris intramuros qui est bétonnée, et ce sont des espaces pris sur les territoires forestiers, les territoires agricoles ou encore les territoires naturels. Ça nous permet d'avoir un peu un rapport d'échelle. Et donc, effectivement, en France ou plus globalement dans toute l'Europe, on a 90% du foncier qui existe déjà. Et donc, le but, c'est non pas simplement de rénover en mettant un isolant à l'extérieur des bâtiments existants et en disant, voilà, ils vont traverser le XXIe siècle. Pour nous, c'est de métamorphoser les bâtiments. Métamorphoser, pour moi, c'est transformer la chenille en papillon. Métamorphoser, c'est garder le meilleur de chaque époque pour construire notre avenir.
Comme le disait si bien Victor Hugo dans son roman Notre-Dame de Paris en 1831, chaque flot du temps superpose son alluvion. Chaque race dépose sa pierre sur le monument. Chaque individu apporte sa couche. Ainsi font les abeilles, ainsi font les castors, ainsi font les hommes. J'aime beaucoup cette phrase parce que pour moi, elle traduit l'esprit de l'époque, au XIXe siècle, où on ne s'encombrait pas, comme aujourd'hui, des différents styles architecturaux qui sont inhérents à l'édification de la cathédrale Notre-Dame, qui a été construite depuis le XIIe siècle, depuis le gothique primitif, jusqu'à sa restructuration par Viollet-le-Duc au XIXe siècle, en passant par le gothique rayonnant au XIIIe siècle et le gothique flamboyant au XIVe siècle. Pour moi, la cathédrale, elle est l'œuvre du temps, l'œuvre des hommes qui, pendant plus de 4 à 5 siècles, l'ont bâtie avec différents styles qui se chevauchent encore aujourd'hui actuellement. Et donc, dans cette optique, bien évidemment, quand notre cher président Emmanuel Macron a proposé, après le grand incendie, d'organiser un concours d'architecture pour réinventer de façon contemporaine la cathédrale, eh bien, on n'a pas dormi pendant quelques nuits pour, finalement, pour nous, faire un projet pionnier qui aurait pu prouver qu'on aurait pu transformer la cathédrale Notre-Dame en projet emblématique de l'éco-conception contemporaine. Alors ici, plutôt que de construire une charpente traditionnelle inaccessible avec du chêne massif recouvert du matériau le plus polluant du monde avec 500 tonnes de plomb, on a proposé de construire une charpente 4 fois plus légère, en bois d'ingénierie, donc en bois qui vient croiser les fibres, qui est renforcé par de la fibre de carbone et qui est recouvert d'une toiture solaire photovoltaïque qui aurait créé toute l'énergie électrique pour éclairer en autosuffisance la cathédrale. Ici, le but également, c'était de repenser l'image de la chrétienté, de lui apporter de la transparence, de lui apporter de l'accessibilité, en rendant finalement les combles, encore aujourd'hui inaccessibles, accessibles, notamment pour les plus démunis, pour venir rentrer en contact avec des ONG, avec des associations caritatives, pour les aider, et finalement faire de ce lieu inaccessible un lieu de régénération urbaine. Alors effectivement, c'est un projet qui reste un projet prototype, un projet idéalisé, mais c'est également ce genre de projet laboratoire qui nous permettent de passer à l'action sur des chantiers. Car nous, finalement, en tant qu'architectes, on est des passeurs. On crée des liens entre, d'une part, la recherche fondamentale, qui est organisée en laboratoire, dans le milieu scientifique, dans le milieu universitaire, et on crée des ponts vers la recherche appliquée en industrie et sur chantier. Ici, avec Bouygues Immobilier, on a la chance de conduire le projet de métamorphose des anciens thermes nationaux d'Aix-les-Bains. Donc c'est un fabuleux édifice qui a été construit sur plus de 22 siècles. C'est-à-dire que sous la place Georges Ier, au centre du bâtiment historique, on retrouve les premiers thermes romains qui datent de 2 siècles avant Jésus-Christ. Ensuite, ce bâtiment de plus de 50 000 m², il a été construit du nord au sud, en traversant les époques néoclassiques, Art Nouveau, Art Déco et moderne. Et donc ici, lors du concours, il y avait 6 conceptions architecturales différentes. Et ce qui a été très novateur pour moi, c'est que Bouygues Immobilier, associés avec le maire Renaud Beretti, ont décidé de soumettre au vote des habitants le choix du projet. Et sur les 6 projets présentés, par démocratie participative, notre projet, l'Écume des Ondes, a été choisi à plus de 63%. Alors ce projet, il s'appelle l'Écume des Ondes. Il fait référence au poème Le Lac d'Alphonse de Lamartine qui décrivait si bien le très beau paysage savoyard. On est ici entouré du lac du Bourget, du mont Revard, de la Dent du Chat. On a vraiment un paysage à 360 degrés qui est magnifique. Et finalement, le but de ce projet, c'est de lutter contre l'étalement urbain à l'horizontale et contre l'artificialisation des sols. C'est finalement de valoriser le foncier existant. Et donc, tout d'abord, on a proposé une innovation urbaine qui est de transformer la toiture du bâtiment inerte, actuellement recouverte d'une double couche bitumineuse, et de la transformer en une véritable place publique offerte aux habitants qui
fait ainsi le lien entre la ville basse, là où il y a la mairie, en bas de l'image, et la ville haute, là où on retrouve les thermes Chevalet, en haut de l'image. Et cette nouvelle place publique, on est venu la cadrer par 2 forêts verticales qui viennent comprendre 220 logements, dont 25% de logements sociaux, et qui sont entourés de plus de 3,5 km de jardinières, qui viennent rapatrier le paysage alpin sur le projet. Donc ici, j'ai différents collaborateurs qui ont mis beaucoup d'efforts sur ce projet. J'ai Frédéric ici, notre super paysagiste, qui a été bivouaqué pendant plusieurs nuits sur le Mont Revard, qui est juste à l'arrière, pour analyser quelles étaient les meilleures essences végétales à venir planter sur le bâtiment en fonction de l'orientation, en fonction de la hauteur, pour être sûr de construire un écosystème pérenne. Et donc ici, on a créé une architecture contemporaine, mais qui tisse un lien de filiation fort avec l'art déco. On a une architecture bas carbone, car on utilise du béton bas carbone, qui utilise un minimum de clinker, qui est le matériau du béton traditionnel qui doit être chauffé à la plus haute température, et donc que l'on remplace par des matériaux plus sobres. Et on vient utiliser ce qu'on appelle des isolants biosourcés, c'est-à-dire des isolants qui utilisent des matériaux naturels pour avoir un très bon rapport, une très bonne isolation thermique par rapport aux variations saisonnières. Alors ce projet, il est en chantier depuis quelques mois. Aujourd'hui, on est en train de curer le bâtiment historique pour retrouver les traces du passé et raconter au mieux l'histoire thermale de ce bâtiment sur 22 siècles. Et si tout se passe bien, eh bien le projet sera livré en 2028. Avec la même équipe de Bouygues Immobilier, on travaille dans une autre ville, ici à Montpellier. On a voulu vous montrer des projets en France pour dire que ce n'étaient pas des utopies uniquement concrétisables à l'étranger, mais que c'était possible ici en France. C'est un projet qui s'appelle le Jardin Secret. C'est un projet que j'aime beaucoup, de logements faubouriens, c'est-à-dire des logements de basse hauteur, R+3 ou R+5, qui sont directement inspirés de l'Art Nouveau. Donc moi, en tant qu'architecte belge, j'ai beaucoup été influencé par l'architecture de Victor Horta, de Paul Ancar et bien sûr d'Antonio Gaudí à Barcelone. Et ici, on était obligé de respecter des trames très cartésiennes en façade et on a voulu créer des façades en 3D. Pas simplement par plaisir esthétique, mais pour créer un moucharabier immense qui protège les logements du rayonnement solaire. Et ensuite, on est venu végétaliser l'ensemble de ces logements autour d'un cœur d'îlot complètement végétalisé en pleine terre. Ici aussi, plutôt que simplement de faire un parking et de faire un petit jardin sur une dalle en béton, on a enlevé cette dalle en béton, on a mis le parking sous les bâtiments pour avoir une superbe forêt urbaine de pins d'Alep, de pins parasols, de bougainvilliers qui vont pousser en pleine terre et qui vont permettre de drainer les eaux pluviales vers la nappe phréatique. Également ici, on s'intéresse au cycle de l'eau. On est dans une ville qui est les plus asséchées en France. Et donc, il y a le moins d'eau pluviale. Et donc, ici, simplement pour arroser toute cette belle végétation, on va utiliser l'eau que vous dépensez tous les matins en prenant votre douche. Donc, on va récupérer cette eau, on va la filtrer grâce à des pompes osmotiques ou à des petites lagunes de phytoépuration, où on filtre l'eau par les plantes, pour venir irriguer au goutte à goutte l'ensemble de ces jardins et pouvoir traverser finalement toutes les périodes de sécheresse, étant donné qu'on est en autoconsommation. Et également, on va travailler sur la végétalisation des toitures et sur l'intégration des énergies renouvelables pour produire en partie l'énergie que l'on consomme. On va continuer sur la renaturation de la ville avec ce grand challenge sur lequel nous travaillons depuis longtemps. Et Carlo va expliquer. Absolument. Alors voilà, ça c'est un autre enjeu absolument fondamental. Alors ce qu'on oublie en fait généralement, c'est que dans le passé, nos grandes villes en fait avaient un lien beaucoup plus étroit avec la nature. D'une part, elles étaient très verdoyantes. Il y avait beaucoup de végétation, beaucoup en fait aussi de potagers ou de moyens en fait de cultiver en fait à l'intérieur même de la ville. Hein. Si on prend les plans de Paris qui datent du 15e siècle, on voit que c'est presque moitié-moitié. Il y a énormément de champs en fait quoi. Et puis on a peu à peu
perdu ça. Et puis, bien sûr, avec la modernisation de la ville, la construction industrielle de la ville à partir du 19e siècle, on a commencé à mettre du bitume partout et à expulser de plus en plus la nature de la ville. Grosse erreur, évidemment, parce que la nature, elle apporte énormément de bénéfices, en fait, au tissu urbain. Elle permet déjà de faire respirer le tissu urbain, elle apporte de la biodiversité, et elle rend les systèmes résilients. Et puis, donc, c'est vraiment un gain extrêmement important et c'est un glacis protecteur face à l'augmentation des températures. Ça, c'est le premier point dans le cadre du réchauffement climatique. Ce n'est pas le seul avantage, c'est que ce qu'on oublie aussi, c'est qu'avec le réchauffement climatique, on va avoir une baisse très importante des rendements agricoles qu'on commence déjà aujourd'hui en fait à constater. On est sur des chiffres assez effrayants, on est sur du moins 10% sur le maïs ou le soja au niveau mondial. On n'en parle pas trop, mais c'est une réalité. En fait, les plantes, elles ont un super pouvoir. Elles ont ce qu'on appelle les stomates, c'est des petits opercules, et quand elles manquent d'eau, elles referment ces opercules, donc elles gardent l'eau dans leur structure. Le problème, c'est qu'elles poussent beaucoup moins, et en poussant beaucoup moins, le rendement agricole baisse forcément. Le problème qu'on a en ville, c'est qu'on dépend à 80% des campagnes, alors que ce soit des campagnes situées à proximité, mettons, si on prend Paris dans la région parisienne ou en France, ou des campagnes qui sont à l'autre bout du monde. Donc à partir du moment où le rendement agricole baisse, eh ben, les villes vont commencer en fait à manquer de nourriture avec des risques réels de famine et de pénurie alimentaire. Voilà, mais là, fort heureusement, il existe aussi des solutions pour changer la donne, et je passe le micro à Vincent. Merci Arnaud. J'ai une petite question pour la salle. Est-ce qu'il y a des étudiants d'architecture ou des jeunes architectes dans cette salle? Il n'y a pas beaucoup d'étudiants. En tout cas, le projet que je vais montrer, c'est un peu pour vous prouver que n'écoutez pas trop vos professeurs et n'écoutez pas trop vos premiers patrons qui vous diront toujours que tout est impossible et que c'est très compliqué de fonder son agence d'architecture quand on est jeune. Donc je vous raconte l'histoire un peu du projet de ma vie. Alors pourquoi le projet de ma vie? Parce que j'ai passé 14 ans dessus. Donc si on m'avait dit que je mettrais 14 ans entre le premier coup de crayon et la donation des clés aux heureux propriétaires, je pense que je ne me serais peut-être pas aventuré. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis très content d'avoir livré ce bâtiment qui est pour moi un véritable mini-héros climatique. Donc pour la petite histoire, on va revenir 14 ans en arrière. Donc en 2010, j'avais 32 ans, j'étais encore jeune. Et à l'époque, je dessinais des villes flottantes. Je dessinais des fermes verticales pour nourrir tout Manhattan. J'imaginais la reconstruction des villes en gare. Bref, je faisais des projets qui n'intéressaient personne. Mais j'ai eu la chance quand même d'exposer ces projets durant la grande exposition universelle de Shanghai en 2010. Et mes dessins, un peu disruptifs, ont intéressé des investisseurs des pays émergents, provenant notamment du Moyen-Orient ou encore de l'Asie du Sud-Est. Et un jour, j'ai un client qui m'a téléphoné, qui m'a envoyé un email qui est tombé dans ma boîte spam et qui m'invitait à un concours d'architecture pour construire une tour de 42 000 mètres carrés, une tour résidentielle à Taipei, capitale de Taïwan. Donc je réponds au client, je dis c'est vachement sympa. En plus, pour faire le concours, vous m'offrez 2 mois de mon salaire à Paris, là où je travaillais avant, donc c'était sympa. J'ai dit oui. Et le client m'a dit, par contre Vincent, tu es sûr de perdre, tu es l'outsider que je proclame, parce que j'ai invité face à toi 3 prix Nobel d'architecture. Zaha Hadid, Norman Foster et Fernando Menis. Donc je lui ai dit, bon là c'est vrai que je suis mal barre, mais bon, je suis toujours content de pouvoir m'exprimer. Et donc, à l'époque, je me souviens, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, face à ces géants, ces prix Nobel d'architecture, pour faire la différence? Parce qu'ils savent tous faire beaucoup mieux que moi des bâtiments exceptionnels et ils ont des agences de 650 ou 1000 architectes. Donc, voilà, j'étais bien loin de ça. Et je me suis quand même aperçu, après avoir milité un peu pour l'architecture écologique, après les discours d'Al Gore, de Nicolas Hulot, de Yann Arthus Bertrand, que finalement l'écologie c'était l'ADN de mon architecture et qu'il était possible aujourd'hui, enfin depuis 2010 donc, de proposer des architectures qui soient exemplaires sur le plan écologique, mais qui soient aussi ultra performantes sur le plan économique. Et donc, on a commencé à décrypter le règlement d'urbanisme. Et le règlement d'urbanisme, il stipulait que tous les balcons qui étaient recouverts par un autre balcon, 2 étages, 5 étages, 10 étages plus haut,
eh bien, que la surface totale de ces balcons était inclue dans les 42 000 m² constructibles. Et je me suis dit, mais comment je peux proposer de construire plus de mètres carrés à mon client tout en respectant la réglementation et le PLU local. J'ai donc pris les 23 étages de la tour et je les ai fait vriller à 90 degrés pour ainsi libérer 8000 m² de balcons supplémentaires à ciel ouvert. Et donc j'ai dit à mon client, moi je te propose de construire une tour non pas de 42 000 m², mais bien de 50 000 m², et vu que je te fais gagner 8000 m² supplémentaires commercialisables, je te propose d'intégrer les règles de bioclimatisme et les énergies renouvelables de pointe. Alors là, j'étais devant 200 banquiers taïwanais qui m'ont tous regardé bizarrement. À la base, je parlais très très mal anglais, eux aussi heureusement. Et à mon avis, ils n'ont pas tout compris à mon argumentation, mais le lendemain, ils m'ont désigné lauréat. Et donc, le client me téléphone en plein milieu de la nuit avec le décalage horaire. Il me dit « Vincent, tu vas construire la tour, finalement, je préfère construire la première tour Calbo que la dernière tour de Zaha Hadid. » Bon, j'ai dit « C'est pas très sympa pour elle, surtout que moi, je l'admirais depuis les premières années de mes études. » Et j'ai dit, comme je dis toujours à tous mes clients, il n'y a pas de souci, on va gérer. Donc j'ai raccroché. 2 minutes après, il me retéléphone, il me dit « Ah, j'ai oublié de te dire, tu vas devoir construire cette tour sur la plus grande faille sismique du monde au lendemain du tremblement de terre de Fukushima. » Et je lui ai toujours dit la même réponse que je peux faire à Bouygues de temps en temps. Il n'y a pas de problème, on va gérer. Et donc, pendant 3 ans, j'ai plus dormi pour construire cette tour. Donc ici, ce n'est pas des images de synthèse, c'est bien des photographies. Et cette tour, elle traduit bien ma philosophie globale de biomimétisme, le fait de s'inspirer de la nature pour construire des architectures intelligentes. Pourquoi ? Parce que cette tour, en fait, elle fonctionne comme une termitière géante. C'est-à-dire qu'à la base, toutes les cages d'escalier et toutes les cages d'ascenseur, dans n'importe quelle tour du monde, sont coupées de la lumière naturelle, coupées de l'air naturel. Elles sont, toutes ces cages, au milieu d'une tour. Ici, on a créé un cylindre central pour ramener la lumière, pour ramener la ventilation naturelle. Et ce cylindre central, en fait, il vient aspirer l'air extérieur de la tour, qui est à 42 degrés en plein été, saturé à 70% d'humidité. Et cet air, on va le faire passer sous les fondations. Là où l'inertie thermique de la Terre est constante dans tous les pays du monde à plus ou moins 18 degrés. Cet air chaud à 42 degrés, au contact de la Terre à 18 degrés, il va donc se rafraîchir par courant d'air naturel à 28 degrés avant d'être réinsufflé dans les appartements. Ça veut dire finalement que cette tour, elle va utiliser la climatisation mécanique pour baisser la température de 28 à 26 degrés, mais pas de 42 à 26 degrés. Et donc, on va économiser 70% d'économie d'énergie. De plus, ici, c'est une tour qui est antisismique. Et donc, ce qu'on a fait, après avoir travaillé longuement avec des ingénieurs américains, on a proposé, je vous le fais simplement, de construire un skateboard en dessous de la tour. Et donc, imaginez que le micro est la tour et que la télécommande est le skateboard. Quand il y a un tremblement de terre allant jusque 9.0 sur l'échelle de Richter, le skateboard bouge, encaisse l'onde de choc du tremblement de terre, mais étant donné qu'entre le micro et la télécommande, on a un système de roulement à billes, la tour reste fixe dans toutes les directions. Et donc, elle est labellisée sur plus de 400 ans pour étant hyper résistante, non seulement au tremblement de terre, mais également au typhon. En plus, ici, on a donc intégré les énergies renouvelables au maximum. On a les garde-corps de chaque logement et on a des grandes canopées solaires qui sont situées au pied de la tour et au sommet de la tour qui viennent produire l'énergie électrique pour toutes les parties communes. Également, en termes de végétalisation, on a ici travaillé une tour sans 1 gramme de béton. Donc c'est une tour qui est principalement construite en acier ultra performant, où tous les planchers sont en aluminium alvéolaire. En fait, c'est des planchers que l'on retrouve dans les avions pour alléger la masse de l'avion, alléger la constructabilité du projet et alléger l'empreinte carbone de l'ensemble. Et donc ici, on a 23 000 plantes, arbustes et arbres qui sont plantés au niveau de vos pieds pour avoir finalement des jardins suspendus qui changent à travers les saisons. Le but ici, c'est de profiter de l'évapotranspiration des plantes pour rafraîchir la température sur les balcons de 3 à 5 degrés
Et cette tour, en fait, elle a reçu les 2 plus grands labels en termes de certification environnementale, c'est-à-dire la certification LEED Platinum, attribuée par l'US Green Council, et la certification de diamant des bâtiments carbo-absorbants décernée par l'Alliance internationale des bâtiments bas carbone. Ça en fait un projet pionnier qui prouve que quand on vous dit que c'est impossible, en fait, on peut le faire. On peut inventer quelque chose qui n'existe pas. On peut se permettre, loin de toutes les dystopies qui nous entourent aujourd'hui, de proposer des utopies et de mettre des milliers d'heures de travail derrière pour faire en sorte que cette utopie soit concrétisable. Aussi, l'une des plus grandes innovations de ce projet, il n'est pas technologique, il est sociétal. En fait, en Asie du Sud-Est, de façon globale, le concept de maison de retraite n'existe pas. Ça veut dire que dans un même appartement, on vit entre 1, 2, 3 et même parfois 4 générations. Ça veut dire que chaque appartement doit se développer comme une poupée russe, où on retrouve des sous-appartements pour les grands-parents, pour les parents, où chacun peut retrouver sa propre salle de bain, sa propre petite kitchenette. Et au milieu de cet appartement poupée russe, on a des espaces en commun qui sont mutualisés de façon intergénérationnelle. Mais pour faire ça, mon client, il m'a dit, bon, c'est sympa, tu as remporté le challenge antisismique, mais par contre, dans les appartements, je ne veux aucun mur porteur, je ne veux aucun poteau et je ne veux aucune gaine technique. Donc là, tous les ingénieurs, ils ont dit, oui, non, mais là, on a des limites à ce moment, c'est pas possible. Et finalement, on a rebrainstormé pendant 3 mois, et plutôt que d'avoir des points porteurs verticaux, on les a déportés en façade. Et plutôt que d'avoir des gaines techniques avec l'eau chaude, avec l'électricité, avec la fibre, de façon verticale, on les a intégrés dans des doubles planchers. Qui fait qu'aujourd'hui, dans tous les logements, on a des salles de bain ou des cuisines à roulettes qu'on vient plugger où on veut sur un double plancher pour faire en sorte qu'on ait 1001 possibilités d'aménagement pour chacun des appartements. Et donc finalement, en termes de durabilité, c'est bien la flexibilité et la réversibilité des espaces qui fait que cette tour de logement peut être transformée presque sans travaux du jour au lendemain en tour de bureau. Également, on a travaillé avec beaucoup de matériaux biosourcés. On a mis en place ce qu'on appelle une charte cradle to cradle, c'est-à-dire du berceau au berceau, pour faire en sorte que tous les matériaux de façade, en granit blanc et en bambou, que tous les aménagements intérieurs utilisent uniquement des matériaux naturels ou des matériaux provenant des filières locales recyclées et recyclables. Car finalement, faire de l'architecture écologique, c'est aussi faire vivre l'écosystème économique local. Ce n'est pas utiliser des matériaux et des technologies qui viennent de l'autre bout du monde. Et donc aujourd'hui, eh bien, cette tour est habitée et notre but aujourd'hui, c'est essayer de démocratiser tous les brevets qu'on a déposés pour pouvoir construire ce type de projet, notamment en Asie du Sud-Est avec notre client. Ici, on reste en Asie du Sud-Est avec un projet également résidentiel où on essaye d'aller encore un peu plus loin. Ce projet, il s'appelle The Rainbow Tree, c'est-à-dire l'arbre arc-en-ciel. Il s'inspire directement de l'arbre national des Philippines, qui est un eucalyptus dégluptéré. Bref, c'est le platane local. Et sa spécificité, c'est qu'il perd son écorce, il pèle, d'ailleurs comme tous les platanes que vous voyez ici le long de l'avenue Doménil. Sauf que quand il pèle, la sève change l'écorce de couleur, du rouge au violacé, de l'orange au jaune, du bleu au turquoise. Et donc ici, on a proposé la construction d'une tour également antisismique, entièrement en bois d'eucalyptus. Et la spécificité de ce projet est que toutes les façades sont revêtues de shusukiban. Donc le shusukiban, en fait, c'est une technique ancestrale japonaise qui vient torréfier le bois de façade, comme le café que vous buvez le matin. Le but, c'est de torréfier la façade, et donc elle a un aspect un peu gris argenté, comme vous le voyez sur les images, pour faire en sorte que le bois soit hyper résistant dans le temps, aux champignons linivores ou aux insectes qui peuvent s'attaquer dans des climats humides à la fibre du bois.
Et donc ici aussi, on a un bâtiment qui mise sur la proximité, sur la multifonctionnalité, qui vient accueillir des espaces communs, mutualisés dans la tour, des appartements qui sont laissés à la libre appropriation des différents copropriétaires quand ils invitent de la famille ou des amis pour les fêtes de fin d'année, par exemple. On a au sommet une ferme urbaine, où on travaille beaucoup sur l'agriculture urbaine, où on a des racks de permaculture qui sont cultivés en binôme avec des bassins de viviculture pour faire en sorte de pouvoir produire jusqu'à 25 kg de fruits et de légumes par mètre carré par an dans la tour, au rooftop et sur les balcons, pour faire en sorte finalement d'offrir un food pack bio à tous les habitants tous les week-ends. Et donc le but également ici, c'est de viser de construire des bâtiments qui soient de véritables puits de carbone, qui, par l'utilisation de matériaux naturels, stockent le carbone dans leur matière initiale et ainsi arrivent à baisser leur empreinte carbone intrinsèque, c'est-à-dire le carbone utilisé pour la production des matériaux de construction. Donc voilà, pour ne pas laisser vous dessécher trop longtemps, je termine par le dernier projet, qui est un projet en France que l'on développe dans le Luberon. En fait, c'est un projet qui prend un peu le contre-pied du titre de livre en annonçant que le futur des villes est peut-être à la campagne finalement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on l'a tous connu notamment durant le télétravail, durant la crise sanitaire, eh bien, on a tous pris goût au télétravail. Et finalement, ça fonctionne très bien. On passe moins de temps dans les modes de transport individuels ou collectifs. On profite plus de notre famille. On peut peut-être plus profiter de notre jardin si on en a un. Et finalement, moi, je fais partie de la génération où on a quitté les campagnes. On avait des rêves de ville, de vivre à Paris, à New York, à Shanghai. Et aujourd'hui, en tant qu'urbaniste architecte, on essaye de trouver des solutions pour venir refaire battre le cœur des campagnes, des villages, des hameaux, en venant notamment s'inspirer de l'arte povera. L'arte povera, c'est une branche du land art, donc c'est la façon de travailler avec le paysage, de venir se fondre dans le paysage plutôt que de construire directement sur lui, et d'utiliser principalement des matériaux pauvres, des matériaux humbles, des matériaux qui se trouvent sous vos pieds. Et donc ici, on propose un petit village de maisons furtives, donc intégrées dans les courbes de niveau du paysage, qui sont construites en terre crue et qui sont isolées par des techniques de pisé contemporain, en utilisant également ici les déchets agricoles. Et donc, le but, c'est finalement, dans ces projets, de toujours s'inspirer de l'identité vernaculaire des lieux où on construit. Par exemple, pour le projet philippin présenté avant, on a travaillé sur la maison philippine traditionnelle qui s'appelle des baekubo. Et on a étudié avec des ingénieurs comment on pouvait optimiser les processus de fabrication hors site pour pouvoir accélérer le chantier. Ici, on s'inspire directement des techniques de construction finalement ancestrales qui existent depuis des milliers d'années. Et on voit comment on peut les remettre au goût du jour tout en venant ensuite y intégrer du bioclimatisme et des énergies renouvelables et de la végétalisation. Ici, pour nous, c'est vraiment un projet de parfaite symbiose entre l'humanité ou la nature, où les deux se fondent et s'épousent littéralement. En conclusion, finalement, je ne vous dévoile pas le texte, mais c'est vrai que le leitmotiv du projet, c'était de dire que oui, aujourd'hui, on est capable de construire un futur désirable. Et plutôt que d'avoir le mauvais tic en France, de polariser, comme on le fait en politique, les différentes techniques de construction, de polariser les différents matériaux. Il y a ceux qui construisent en bois, il y a ceux qui construisent en acier, il y a ceux qui construisent en béton. Et tout le monde se chamaille dans le milieu des architectes et des ingénieurs. Je pense qu'aujourd'hui, on doit se rabibocher les uns les autres, on doit combiner les intelligences de la nature, du biomimétisme, les intelligences de l'ingénierie humaine et les intelligences que nous offre notamment l'intelligence artificielle. Donc vous pourrez découvrir à la fin du livre le propos qu'on a eu sur l'intelligence artificielle, qui est pour nous un formidable outil. Moi, j'ai été diplômé en juin 2000 et j'étais l'un des premiers étudiants à faire tout mon diplôme en 3 dimensions à travers des logiciels comme 3ds Max ou Maya. Et tous mes profs m'ont mis 10 ou 15% à mon diplôme en disant « c'est nul, tu ne sais pas dessiner à la main, c'est pas comme ça qu'on fait un projet d'architecture ». 10 ans après est apparu le BIM, le Building Information Modeling, où on vient modéliser en 3D le bâtiment, les réseaux thermiques, les réseaux électriques, la structure. Et
finalement, il y a toujours un gap technologique tous les 10 ans qui nous permet finalement toujours d'être plus efficients. Eh bien, c'est grâce également à ces nouveaux outils qu'on arrive à optimiser nos consommations, à optimiser les cercles vertueux d'économie circulaire. Ou par exemple, on va dire, tiens, on ne va plus démolir un bâtiment, on va le déconstruire pour réutiliser les briques, réutiliser les tuiles de toiture, réutiliser les poutres de plancher pour construire un autre bâtiment sous une forme différente. Ici, je tenais en conclusion à faire le lien avec le nouveau plan local d'urbanisme bioclimatique qui est en concertation ce soir même à la mairie du 12e arrondissement, qui sera voté, je pense, d'ici la fin du mois ou au mois de décembre par le Grand Conseil de Paris pour rentrer en application en 2025. Et finalement, ici, voilà, je vous fais une petite introduction à votre nuit américaine qui nous attend. Mais loin de la politique, je voulais dire que finalement, l'avenir des villes, c'est toujours un compromis. Et ici, on avait travaillé l'année dernière dans un think tank avec la Société civile des ingénieurs américains basée à New York pour réinventer l'habitat de moyenne hauteur, en disant que finalement, le point commun entre Paris et New York, c'était que c'était les deux villes les plus denses au monde. Car, par exemple, à Paris, on a 23 600 000 habitants par kilomètre carré contre 25 000 à New York. Et donc, même si à Paris, on a une ville horizontale et à New York, on a une ville verticale, elle présente approximativement la même densité. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur les bâtiments de moyenne hauteur. Parce que finalement, on est obligé d'aller vers ce genre de typologie. Et on sera obligé, je pense, de dépasser le plafond de verre des 37 mètres de Paris si on veut débitumer tous les cœurs d'îlots, si on veut désimperméabiliser la ville, si on veut la renaturer et si on veut finalement valoriser le foncier en rajoutant 1, 2, 3, 4 étages sur tous les bâtiments parisiens, quelle que soit leur époque, que ce soit des bâtiments haussmanniens, des bâtiments HBM, ancêtres des HLM ou encore sur les bâtiments modernes. Et finalement, voilà, c'est la ville dont on rêve, c'est la ville que l'on veut construire à travers les différents projets qui sont présentés dans le livre. Dans le livre, vous pouvez retrouver donc 35 projets, je fais un peu de pub, dans 20 pays différents, à plein d'échelles, donc à l'échelle urbaine, à l'échelle architecturale, à l'échelle du design, à l'échelle même du mobilier d'intérieur. Et tous ces projets, eh bien, ils ont été possibles, ils ont été étudiés par des collaborateurs, anciens ou nouveaux, qui sont présents ici dans cette salle, grâce à des ingénieurs ambitieux, grâce à des municipalités et à des développeurs privés qui n'ont pas peur aux yeux et qui sont prêts finalement à s'engager dans cette véritable transition écologique pour démontrer qu'elle est possible. Donc voilà, je remercie tout le monde, je remercie Léonard de nous avoir accueillis dans ce superbe lieu. Et je remercie la maison d'édition et notamment Stéphanie Poisson qui nous a guidés avec Arnaud pour faire un livre le plus pédagogique qui soit en sortant du jargon architectural que vous avez peut-être trop entendu pendant cette dernière heure. Merci beaucoup. Merci Vincent. Oui, pour synthétiser un peu tout ce qui a été dit ce soir, donc la ville de demain reste encore à construire. On voit bien qu'on est sur des enjeux, des défis qu'il faut relever, des enjeux de transformation très importants, mais on voit que les solutions existent en pensant différemment, en arrêtant d'opposer les solutions, en réfléchissant aussi de manière beaucoup plus collective, certainement à ce qu'on peut faire. Il n'y a pas de fatalisme à avoir sur le réchauffement climatique, il y a au contraire de l'optimisme et on peut renverser le cours des choses, on peut régler le climat et réparer l'environnement et revenir à une civilisation adaptée à l'environnement, c'est possible en fait réellement. Et c'est vraiment le message qu'on voulait transmettre ce soir avec ces différents projets. Voilà, merci à tous et à toutes. Maintenant, on va rentrer dans la phase des questions-réponses et je vais passer le micro à Lisa. Bonjour. D'abord, bravo pour cette belle présentation. Je me présente Lisa, je travaille chez Léonard. On est ravis de vous accueillir ici chez nous pour ce lancement de ce bel ouvrage.
Ça nous tenait à cœur aussi parce que finalement, Ville 2050, ça nous parle beaucoup chez Léonard et pour le groupe Vinci. 2050, c'est une temporalité dont on est assez familier d'un certain sens, puisque chez Léonard, on fait de la prospective, c'est-à-dire qu'on a vocation à identifier les tendances émergentes qui vont impacter les métiers du groupe. Et donc, on se projette très souvent à cet horizon de temps-là. On a pu le faire sur des sujets de mobilité, comme vous avez pu en parler ce soir, et on le fait actuellement sur des sujets d'habitat. Donc, tout ce que vous nous avez présenté est très inspirant et nous montre justement la pertinence de réfléchir à cette date-là. Alors, pourquoi on travaille sur ces tendances-là et pourquoi sur l'habitat? Ce qui nous intéresse chez Léonard, ce serait vraiment de se questionner aux ménages et aux habitants de demain, de comprendre quelles sont les évolutions qu'on constate aujourd'hui dans les modes de vie, dans les usages qui vont définir demain l'habitat dans lequel on vivra. On a identifié un certain nombre de facteurs qui peuvent impacter demain justement nos habitats. Ce sont soit des facteurs sociodémographiques comme le vieillissement de la population qu'on a pu évoquer, des facteurs de demande qui sont liés à nos consommations et à nos habitudes, que ce soit la volonté d'avoir des espaces partagés ou bien des espaces verts justement chez soi, dans cette recherche d'avoir un espace habité qui est plus confortable. Ce sont des facteurs d'offre aussi. Alors vous avez parlé des matériaux, de la capacité du bâtiment à s'adapter face au changement climatique. Ces facteurs d'offre, ils sont très importants pour nous puisque ce sont, quand on est un groupe comme ainsi, les facteurs sur lesquels on va pouvoir agir en priorité et sur lesquels on va s'attarder. Puis il y a des facteurs d'ordre plutôt politique, réglementaire, qui vont venir, on a parlé du plan d'adaptation au changement climatique, qui vont imposer des nouveaux objectifs dans lesquels on croit et qui vont aussi amener des changements. Donc ça, c'est peut-être en liminaire sur le sujet de l'habitat pour nous. Et ce que je trouve intéressant dans votre discours, c'est une thématique que l'on retrouve beaucoup aussi, c'est celle de la flexibilité du bâti, de sa capacité à évoluer, à s'adapter, parce que justement, si on réfléchit à 2050, déjà, ça demande une capacité de projection de nous tous, d'imaginer où on sera en 2050, qui on sera, quelles seront nos envies, nos demandes, et du coup, comment le bâtiment, qui lui sera toujours là. On estime que 80% du bâtiment de 2050 est déjà existant. Donc vous avez beaucoup parlé du déjà là, et c'est très important puisqu'effectivement, il va falloir reconstruire ou adapter la ville à partir de ce qui existe déjà, sans pour autant, et ça vous est cher, perdre ou avoir un appauvrissement architectural. Et donc la question, peut-être pour lancer justement les questions-réponses avec le public, sur cette flexibilité, cette réversibilité du bâtiment, la question qui se pose, c'est comment justement on part d'une conception architecturale qui va permettre, comme vous l'avez montré à Taipei, peut-être d'évoluer selon les générations, selon les modes de vie, et puis petit à petit, comment on s'approprie cette réversibilité ou cette multiplication d'usages dans le bâtiment, que ce soit à l'échelle des bâtiments, ou est-ce qu'il y a d'autres choix aussi qui dépendent plus uniquement de l'architecture, mais cette fois-ci plutôt de l'urbain au sens global, que ce soit les pouvoirs publics, les acteurs privés et publics autres sur le territoire. Je vous donne la parole à celui qui... Je te passerai le micro. Oui, alors bien sûr, ce concept de flexibilité, il est très important parce que on sous-utilise les bâtiments en ville réellement. Un immeuble de bureau, c'est 8 heures par jour, 10 heures par jour. Bon, une école, c'est pareil. Et après, on n'en fait plus rien. Bon, dans l'idée de ne pas étendre la ville, d'arrêter un petit peu l'urbanisation, de détruire des terres agricoles, etc., et puis d'avoir un nouveau modèle de ville beaucoup plus flexible et beaucoup plus humain, mieux utiliser les bâtiments, c'est un enjeu fondamental. Alors ça relève bien sûr d'une démarche architecturale pour les nouvelles constructions, mais pour celles qui existent, c'est plus une question de choix. Qu'est-ce qu'on fait des bâtiments qu'on a à notre disposition? Qu'est-ce qu'on fait de nos bureaux? Qu'est-ce qu'on fait de nos habitations? Qu'est-ce qu'on fait des centres sportifs? Qu'est-ce qu'on fait des écoles? Alors à Paris, il y a des choses qui ont bougé. On essaye d'ouvrir les écoles le soir. Une école, ça peut très bien accueillir des cours de yoga, de taekwondo, je ne sais pas moi, de zumba. Après les heures de cours, il n'y a pas besoin d'avoir un local autre que l'école pour faire ça. Donc il y a cette question du choix et de la possibilité, et c'est des choses vers lesquelles on peut aller pour mieux utiliser le bâti existant. Ça, c'est un point. Mais après, il y a aussi de la dimension architecturale. Je vais passer le micro du coup à Vincent.
Donc effectivement, nous aujourd'hui, dans la programmation neuve en tout cas, la plupart de nos clients, ils nous demandent de prévoir la fonction tiers-lieu, c'est-à-dire des espaces qui peuvent être un restaurant qui se transforme en discothèque, qui se transforme en bibliothèque, qui se transforme en salle de conférence. Et finalement, du coup, dans les constructions neuves, ce qui compte en termes de flexibilité et de réversibilité, c'est de diminuer au maximum l'impact de la structure et des fluides sur la spatialité de notre bâtiment. Alors effectivement, 90% du foncier existe déjà. Sur les projets de rénovation sur lesquels on travaille en Belgique, au Luxembourg ou en France, eh bien, le challenge, et ça se passe quand même très bien, c'est de travailler main dans la main avec les architectes du patrimoine, avec les DRAC, les directions régionales des affaires culturelles, pour faire en sorte de pouvoir transformer et de permettre la mutabilité fonctionnelle des bâtiments tout en préservant le patrimoine. Ça, c'est notre challenge. Garder l'identité d'un bâtiment, garder son histoire, même la retracer, la mettre en évidence quand on vient réhabiliter un lieu et lui permettre d'accueillir un maximum de fonctions. Parce que même si on fait de la prospective, même si moi je suis fan d'utopie, eh bien, j'ai pas une boule de cristal et je peux pas prévoir comment les modes de vie et les usages vont évoluer d'ici 2050. Tout ce que je sais, c'est que tous les gouvernements et toutes les municipalités nous disent en 2050, nous aurons réussi la neutralité carbone. C'est-à-dire que nous n'allons plus émettre plus de carbone dans l'atmosphère que la nature n'est capable d'en digérer à travers ces écosystèmes matures comme les océans ou les forêts amazoniennes. Et donc, on travaille effectivement avec le déjà là, on essaye de le magnifier et on essaye également de valoriser le foncier. Un autre projet qui est par exemple dans le livre, c'est la métamorphose de l'Hôtel des Postes au Luxembourg, qui est un bâtiment de bureau, qui est la poste historique du Luxembourg qui existe depuis 250 ans. Et pour valoriser le foncier, on avait constaté que la cour intérieure était une cour qui amenait de la lumière uniquement dans les circulations horizontales, mais pas dans les bureaux. Et on a donc proposé de construire une tour sous forme d'œuf à l'intérieur de la cour. Et cette tour, en fait, elle intègre les énergies renouvelables et l'électricité produite est redistribuée directement dans les espaces de bureaux. Et donc, pour nous, c'est ce qu'on appelle la solidarité énergétique, ce qu'on a développé dans notre projet Paris 2050 depuis plus de 10 ans. C'est de se dire que, par exemple, plutôt que d'avoir un système de chauffage ou de climatisation dans un espace de bureau comme celui-ci et avoir un espace séparé dans des espaces de logement, on pourrait dire, eh bien, tiens, tout le monde travaille la journée dans l'espace de bureau. Eh bien, le soir venu, à 18h, grâce à une ventilation double flux, on pourrait récupérer le réseau de chaleur et renvoyer cette chaleur dans l'espace de logement. Ainsi, plutôt que de chauffer 2 bâtiments, on n'en chaufferait qu'un seul. C'est ce qu'on a appelé, avec les ingénieurs de CETEC Bâtiments basés à Paris, la solidarité énergétique. Le fait d'avoir des bâtiments qui selon leur fonction et selon leur horaire d'occupation, permettent de mieux fonctionner ensemble que séparés. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonjour. Oui, je vais me lancer avec une première question. D'abord, bravo pour cet ouvrage très inspirant et qui nous fait un petit peu effectivement rêver. Et vous avez présenté un projet d'évolution de Notre-Dame. Et voilà, peut-être que vous avez une vue. Pourquoi on est resté sur une architecture classique, traditionnelle, et qu'effectivement, il y avait beaucoup de projets innovants, et que finalement, ce n'est pas forcément un projet disruptif qui a été choisi. Je pense qu'on a peut-être un deuxième micro. Excusez-moi, mais du coup, je n'ai pas compris votre question. Pardon. En fait, il y a beaucoup de projets innovants comme le vôtre qui ont été présentés, et le vôtre fait rêver. Et ça aurait pu être une opportunité pour changer l'architecture de Notre-Dame. Et finalement, non, c'est une architecture, on a décidé de reconstruire à l'identique. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cette décision ?
Donc j'avoue que je ne savais pas vraiment pourquoi il y a eu un retournement de situation de la part du président. Et en fait, j'ai appris que c'était à cause de Stéphane Bern. Non, c'est derrière la blague, en fait. Un jour, j'ai été interviewé par Stéphane Bern sur d'autres projets. Et puis, je lui ai montré Notre-Dame. Il a failli faire un infarctus directement, j'avoue. Et en fait, il m'a dit, la règle, c'est d'appliquer la charte d'Athènes. Et c'est l'UNESCO qui l'applique. Et en fait, la charte d'Athènes indique qu'on est obligé de restaurer les monuments historiques classés comme Notre-Dame en fonction de leur état, de leur dernier état connu. C'est-à-dire que tous les plans, les coupes, les sections, les plans de charpente de construction dataient de Viollet-le-Duc. Et donc, c'est ce dernier état construit et validé qu'on était obligé de respecter, on va dire. Voilà. C'est l'argument officiel qu'on m'a donné, en tout cas. Hein. Il y a un micro qui arrive. Je ne sais pas qui a levé la main. Bonsoir. Alors, j'aimerais que vous puissiez mettre en perspective votre projet avec un projet qui est considéré par beaucoup d'assez délirant et qui se situe au Moyen-Orient, le projet NEOM, The Line. Donc, je vais faire mon coming out. Donc, je travaille au Moyen-Orient, notamment en Arabie Saoudite. Et c'est vrai qu'on a une vision européenne de ce type de projet. Donc, les projets de NEOM, en fait, il y a plein de projets différents. Il y en a dans des criques, il y en a au bord de la mer Rouge, il y en a au milieu du désert, il y en a dans le désert d'Aloula. Et donc, ils ont vraiment quand même un patrimoine géographique très riche. Et nous, en fait, on a connu des villes qui ont grandi petit à petit. On a d'abord construit la ville sur la nature, au cœur de l'île de la Cité. Ensuite, on a construit la ville sur la ville en créant cet étalement urbain. Et aujourd'hui, comme on l'a expliqué dans le livre, on essaye d'arriver dans une troisième ère de l'urbanisation mondiale où on rapatrie la nature et l'agriculture au cœur de la ville. Eux, ils sont toujours à la première étape, de construire la ville sur la nature. Et ils veulent préserver la nature, et je pense que vous faites allusion au projet The Line, qui est, pour les gens qui ne connaissent pas, mais qui ont sans doute vu les images, un projet d'une tour miroir de, tenez-vous bien, 300 mètres de hauteur, donc l'équivalent de la tour Eiffel, sur seulement 475 km de long. Donc une tour, une barre qui traverse tout le désert. Donc ça fait des vues de science-fiction géniales. Et nous, on trouve ça carrément débile. Faut bien le dire. Mais pour eux, quand on discute avec eux, c'est la meilleure façon qu'ils ont trouvée pour préserver la nature et pour préserver l'étalement urbain au milieu du désert. Ils se sont dit, eh bien, on va prendre une ville équivalente à Riyad, avec 10 millions d'habitants, qui s'étale sur des milliers de kilomètres, qui est une ville très horizontale, très plate. Et ils se sont dit, eh bien, on veut une ville beaucoup moins énergivore. Et donc, on va créer une ville dense, avec au milieu des transports en commun, sur l'eau, sur rail, sur l'air, sur la toiture. Et on va créer finalement une ville oasis au milieu du désert. Et donc, pour eux, c'est un projet qui est exemplaire sur le plan écologique, alors que pour nous, c'est une aberration écologique. Donc, je ne sais pas quel est le juste milieu. J'ai quand même constaté que tous les plus grands patrons pour qui j'ai travaillé construisent The Line et militent pour ce type de projet. Et donc, je pense que, en tout cas, l'erreur qu'on fait, c'est qu'il ne faut pas comparer une stratégie urbaine développée dans des pays émergents, ou au Moyen-Orient, ou en Asie du Sud-Est, avec ce que nous, on connaît chez nous. Parce que ce n'est pas le même contexte géographique, ce n'est pas le même contexte géologique, ce n'est pas le même contexte climatique, ce n'est pas le même contexte sociétal. Donc, je vous invite à être prudent sur tout jugement qu'on pourrait émettre sur ce type de projet. Et l'histoire nous dira si ils ont raison ou si on avait raison. Merci. Justement, pour prolonger la question, qu'est-ce que vous pensez de Masdar? Parce que là, on a du recul. Donc
Donc Masdar, ça a été construit par les plus grands architectes, écolos notamment. Tout le plan d'urbanisme, il a été leadé par Norman Foster, qui est un peu le ponte high-tech de l'architecture contemporaine. Et c'est une ville qui a été construite principalement sur le thème de la Smart City. Donc la Smart City, c'est un concept un petit peu révolu aujourd'hui, qui mettait vraiment tout sur les nouvelles technologies. Donc c'était pro-technologie du futur. Et en même temps, quand même, Norman Foster, il a essayé de rappeler les techniques ancestrales de construction qu'il y avait dans le désert, notamment sur les systèmes de ventilation naturelle, sur les systèmes de production d'énergie, sur les systèmes d'utilisation des matériaux locaux. Et pourtant, Masdar, aujourd'hui, est devenue une ville universitaire, on va dire un peu à l'image de Louvain-la-Neuve en Belgique, qui est une ville un peu monofonctionnelle, où il n'y a que des étudiants et des structures pour les étudiants. Mais c'est une ville qui prend pas racine au milieu du désert, parce qu'on ne lui a pas encore laissé le temps d'avoir une plurifonctionnalité, une pluriculturalité. Et donc, les gens, monsieur et madame tout le monde, ne sont pas encore appropriés ce type de ville, qui est une ville nouvelle finalement au milieu du désert. Mais c'est exactement ce qu'on a fait durant les années 60 à l'après-guerre en France, c'est qu'on a construit des villes nouvelles. Il y a des villes nouvelles qui ont très bien traversé le temps, il y en a qui se sont un peu ghettoisées, qui ont été un peu abandonnées par les générations d'urbanistes et des architectes pour qui j'ai travaillé auparavant, qui voulaient uniquement construire des bâtiments stars au milieu des villes, dans les capitales, et qui se sont un peu désintéressés aux banlieues. Donc je pense qu'avec un suivi urbain et architectural fort dans le temps, je pense que Masdar, en tout cas, pourra devenir pérenne. Il y a d'autres questions ? Bonjour. Moi, je me demandais... alors, j'ai peut-être une vision erronée des choses. Donc, déjà, ça sera la première question. J'ai l'impression que la plupart des projets aujourd'hui qui sortent de terre ne suivent pas forcément ces principes d'intégrer cette transition écologique dans la conception. Alors là, je me trompe peut-être, donc vous pouvez m'arrêter tout de suite. Et si c'est le cas, donc la plupart des projets ne respectent pas ces éléments-là, qu'est-ce qui manque en fait aujourd'hui pour qu'il y ait une plus grande part des projets qui puissent respecter ces principes qu'on a vus pendant toute la réunion? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est de la volonté politique? Voilà. Voilà, je pense quand même qu'on a beaucoup progressé ces dernières années, vraiment. Bon, déjà, il faut savoir qu'il y a des normes environnementales qui existent, qui obligent normalement les constructeurs, les bâtisseurs, en fait, à respecter un certain nombre de principes qui ne sont pas forcément toujours suivis, parce que le contrôle sur les chantiers n'est pas forcément évident. Mais la prise de conscience de la part des architectes, et de toute façon, tu m'arrêtes si je me trompe, elle a vraiment énormément progressé, et ça amène à développer des solutions techniques, technologiques, de construction, qui sont de plus en plus performantes. Alors après, je pense qu'il faut du temps globalement pour que ça diffuse correctement un peu partout. Mais on est dans une révolution progressive en fait de la façon de construire. Après, il faut savoir que le secteur de la construction est face à de nombreux problèmes. Il est très impacté par le prix des matériaux, l'augmentation de l'énergie depuis plusieurs années. Je pense qu'on rentre dans un nouveau chapitre de l'architecture où on va vraiment construire différemment et ça va se généraliser, quoi. Voilà. Et donc il faut un petit peu de temps pour que ça prenne corps en fait, de façon très large, quoi. Mais il y a déjà beaucoup d'initiatives qui existent d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, on est au début de quelque chose qui va être très très fort en fait réellement. Donc comme Arnaud l'a dit, en fait il y a des normes et donc contrairement à ce qu'on peut penser, presque tous les nouveaux bâtiments aujourd'hui respectent les nouvelles normes environnementales. C'est ce qu'on appelle la réglementation environnementale 2020. Il y a une nouvelle réglementation environnementale 2025 qui arrive, une réglementation environnementale 2028. Le problème, c'est que effectivement, construire un bâtiment écologique, ça coûte un peu plus cher que construire un bâtiment lambda. Et pour moi, le problème que je vois en France, par rapport à d'autres pays dans lesquels je peux travailler, c'est que c'est toujours un peu à minima.
mais en fait, ça vient pour moi pas des gens pour qui on travaille, ça vient vraiment de la part du gouvernement. Le gouvernement, il n'arrive pas à passer au stade d'une écologie désirable. On a toujours ce syndrome de l'écologie punitive et on n'arrive pas à inciter les municipalités, les promoteurs à essayer de casser la baraque en faisant les bâtiments les plus performants possibles. J'ai un exemple concret. Sur un projet en Suisse sur lequel on travaille, le plus haut label environnemental, qui est équivalent à l'ancienne haute qualité environnementale en France, c'est le label Minergie. Et le label Minergie, il dit à toute l'équipe de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage qui travaille sur un projet, si vous arrivez à taper au milieu de la cible écologique, à faire le bâtiment le plus environnemental qui soit, je vous permets de construire entre 5 et 10% en plus que le programme initial et le nombre de mètres carrés promis par le PLU. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout le monde veut être champion du monde. Et il manque cette fiscalité incitative pour créer les bâtiments les plus écologiques qui soient en France. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout le monde a soif. Hein. Moi, j'en ai une, mais qui est rapide. C'est juste pour savoir sur les 35 projets qui sont présentés dans le livre, est-ce que les 35 ont pris corps ou est-ce que... Enfin, je pense que Notre-Dame, non. Donc, du coup, je sais qu'il y en a au moins un qui n'a pas pris corps. Mais les autres, en fait, voilà. Donc, sur les 35 projets, il y a 50% des projets qui soit sont réalisés ou en chantier, et 25% de ces projets qui sont en études, et on a 50% des projets qui sont des projets de recherche et de développement. Ces projets, on ne vous les a pas démontrés ce soir, parce que je ne sais pas si c'est parce que je suis belge, mais moi, on m'a toujours dit, Vincent, arrête l'architecture et fais de la bande dessinée, parce qu'on voit que tu es un peu trop fan de science-fiction, de forme organique, de biomimétisme, de mouvement solarpunk et autres. Mais moi, j'ai toujours dit, mais non, moi, je ne veux pas faire de la bande dessinée, je veux construire. Et donc, j'avoue que j'ai été un peu lent au démarrage. Comme j'ai dit, j'ai mis 14 ans à construire mon premier projet. J'ai mis longtemps à accéder à mes premières commandes en France. Mais c'est parce que, justement, j'ai toujours essayé de faire une architecture out of the box. Je n'ai pas copié-collé les recettes types. J'ai essayé vraiment d'innover. Et je me suis dit, si un jour ça ne marchera pas, je changerai de braquet. Et puis, finalement, ça a commencé à marcher depuis 10 ans. Et donc là, voilà, on est en train de livrer de plus en plus de projets au cœur de l'Europe. Et on travaille un petit peu moins dans les pays émergents. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Merci. Moi, j'avais une question. On parle beaucoup de design disruptif, prospectif, qui passe beaucoup dans des films de science-fiction. Votre vision sur le film Dune, où on a beaucoup d'habitats qui sont enterrés ou semi-enterrés, qu'est-ce que vous pensez de cette architecture? Moi, je vais te laisser développer après, mais moi, je trouve que c'est justement un bon exemple d'architecture adaptée à son environnement. C'est-à-dire qui fait corps avec, en l'occurrence, le désert, qui en tire parti, mais sans non plus en fait l'impacter. C'est quelque part ce qu'il faudrait qu'on arrive à faire. La symbiose entre l'architecture et l'environnement qui est autour. C'est l'objectif, ça fait partie des objectifs clairement en fait, développés dans ce livre. Comment est-ce qu'on crée un habitacle, un environnement, un habitacle adapté à l'environnement? C'est vraiment le sujet en fait, quoi, pour que nous soyons nous-mêmes en tant que civilisation adaptés à notre environnement. Voilà. Mais je trouve que c'est un très bon exemple en fait réellement. Et espérons que ça ne sera pas que de la science-fiction. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit une évolution dans les films grand public. Avant, en fait, dans les années 80, on était sous l'impulsion du cyberpunk. Et le cyberpunk, il a influé une vision profondément sombre, profondément dystopique, en disant on va droit dans le mur, de toute façon on est foutu, on est nul, on va jamais réparer le climat ni la planète. Et donc, c'est parti dans toutes les directions. Et nous, on a été abreuvés par les films comme Matrix, Star Wars, Blade Runner, qui sont finalement des films qui n'offrent aucun avenir positif.
Et aujourd'hui, en fait, je pense que ça commençait, selon moi, avec Le Seigneur des Anneaux, premier épisode, le village des Hobbits. Mais le village des Hobbits, en fait, c'est un peu notre projet dans le Luberon, c'est-à-dire des projets d'architecture furtive, de petite échelle, qui sont parfaitement intégrés dans le paysage. On ne fait plus la distinction entre les courbes de niveau, les champs, l'habitat, le mât provençal. Et ça a continué effectivement avec Dune, où, tiens, tout d'un coup, la science-fiction est en train d'évoluer et en train de proposer des nouvelles visions d'habitat qui sont typiquement en symbiose avec la nature, en symbiose avec les climats, en symbiose avec la géologie. Et donc, je trouve ça plutôt très positif et optimiste. C'est ce qu'on appelle non plus le mouvement cyberpunk, dystopique, mais bien le mouvement solarpunk, qui est utopique, qui est solaire, qui est basé sur les énergies renouvelables, qui est basé sur le bioclimatisme, et en même temps qui reste punk parce qu'il est disruptif, mais de façon optimiste. Et j'avais une dernière question, un peu plus technique. On parle beaucoup de matières premières, de béton et donc de sable. Votre tour, vous l'avez faite en non-béton, mais parce que vous avez pu vous permettre ça. C'est quoi votre vision sur le sable qu'on appelle l'or blanc actuellement ? Mais donc, comme j'essaie de le dire en conclusion, moi, j'aime pas opposer les matériaux entre eux. En fait, il y a, selon les projets, selon les écosystèmes locaux, selon les économies locales aussi, des matériaux qui sont mieux à utiliser que d'autres. Donc, on pourrait abattre toutes les forêts et reconstruire tout Paris en bois. Ce serait un matériau écologique, mais on n'aurait plus de forêt. Pour le moment, on a construit beaucoup en béton. Effectivement, on a été chercher, draguer le sable au fond des océans. Moi, je viens de la Belgique, j'étais pas loin des Pays-Bas, où ils ont été prendre des millions de tonnes de sable pour créer des polders, c'est-à-dire des amoncellements de sable, comme ils l'ont fait avec le projet de Palm à Dubaï, pour finalement, après 2-3 vagues, après des mouvements de vagues pendant 10 ans, devoir tout refaire à zéro. Et donc, ce type de construction, ça montre qu'aujourd'hui, on ne construit plus contre la nature. On ne veut plus se protéger de la nature. On ne veut plus construire des polders, des digues protectrices. On veut, comme je l'expliquais avec le projet de Montaré à Séoul, construire avec la nature. Eh bien, il y a une crue, eh bien, on suit la crue. Peut-être qu'un jour, on retrouvera toutes les maisons sur pilotis dans le Pas-de-Calais pour faire en sorte que toutes les terres agricoles qui, hélas, sont en zone inondable, mais qui ont été bâties, restent bâties, mais autrement. Après, c'est vrai qu'on a 3 grands matériaux pour en tout cas la structure des bâtiments, l'acier, le béton et le bois. Moi, je prône pour une utilisation mixte. C'est un peu le même discours finalement pour l'énergie. Il y a les pro-énergie renouvelable, il y a les pro-nucléaire, et finalement, on se rend compte que le juste milieu, il est toujours au milieu. Et donc, dans un mix d'écosystèmes, d'utiliser le meilleur matériau au meilleur endroit, d'utiliser le béton quand on a des bâtiments en compression, d'utiliser l'acier quand on a des bâtiments en traction avec des grands porte-à-faux, d'utiliser le bois quand on a des trames cartésiennes, bref, utiliser et dessiner des architectures qui correspondent aux matériaux avec lesquels on les fabrique. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Petite question, Vincent et Arnaud, merci pour votre colloque. Quel serait selon vous le pourcentage que représente le bien-être d'une civilisation, des habitants dans une ville? Votre rôle, pardon. J'ai pas tout à fait compris la question, pardon. En pourcentage, quelle serait la proportion que vous apporteriez en bien-être aux habitants dans une ville, avec tout ce que représente votre travail, etc. Disons que cette architecture-là, elle enclenche vraiment une révolution. La végétalisation, le contact avec la nature, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'équilibre de l'être humain. Ça, c'est des choses qui ont été prouvées par beaucoup d'études scientifiques. Le fait d'être respectueux de l'environnement, le fait de vivre dans un cadre apaisé, aussi le fait de vivre dans un cadre durable, en fait, réellement, c'est quand même un véritable facteur de bien-être, je pense. Là, on est sur une ville qui n'a plus vraiment grand-chose à voir avec celle qu'on connaît aujourd'hui. Une mobilité apaisée également. Voilà, une ville beaucoup moins polluante, beaucoup moins minérale, beaucoup moins industrielle, quoi. Donc c'est quelque part un peu aussi un retour au modèle de ville qu'il y avait avant, c'est ce que je disais en fait précédemment, des villes qui mélangeaient beaucoup plus la nature et l'habitation. Oui, c'est une ville qui favorise le bien-être, ça c'est certain, et ça fait partie aussi des enjeux. On est quand même dans des villes
qui génère du stress, qui génère du mal-être. Les gens ne se rencontrent pas. Voilà, on est dans des villes très, très dures, en fait, réellement. Hein. Donc cette transformation du modèle urbain, elle prend également ça en considération, bien sûr. Oui. Merci. Ouais, donc juste peut-être un point, c'est vrai que nous, on dessine des espaces. Et donc à la base, quand on dessine des espaces, on dessine des plans. Voilà, à Montpellier, on dessine 3 bâtiments et au milieu, il y a un grand vide, c'est un jardin communautaire. Et donc nous, en fait, indirectement, on dessine le vide. Et le vide, ce sont les espaces de convivialité. J'ai quelques voisins dans la salle. Et donc, par exemple, moi, ce qui m'a toujours frappé quand j'ai déménagé de Bruxelles à Paris, c'était que quand j'ouvrais ma porte et que j'arrivais sur mon palier et que j'entendais un autre voisin qui était en train de sortir en même temps que moi, il faisait tout pour ne pas me croiser, ne pas prendre l'ascenseur en même temps que moi, parce qu'il paraît que la ville de Paris, il faut assurer son anonymat. Et donc, c'est vrai qu'en tant que Belge, c'était une notion anti-conviviale que je n'avais pas intégrée dans mon ADN. Et par exemple, je trouve que le Covid, où on était un peu tous confinés, nous, ici, on ne pouvait pas aller sur la coulée verte, on pouvait limite aller jusque Léonard, depuis la place Aligre. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, dans notre tissu urbain faubourien qui date du XXe siècle, 1910, on a des cours. Donc des vides. Et finalement, on a commencé à faire des barbecues, on a commencé à faire des apéros un peu illégaux avec le voisin de droite, le voisin de gauche, le voisin du dessus, à qui on ne parlait jamais avant, qu'on ne connaissait pas le nom des enfants, enfin, on ne connaissait pas les différentes familles. Et maintenant, on connaît tout le monde. Et en fait, c'est vachement plus sympa de sortir de chez soi et dire bonjour à son voisin. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était grâce au vide qu'on créait également quand on faisait de l'architecture et de l'urbanisme. Merci. Oui, alors, monsieur. Une petite question. On a eu quelques événements climatiques récents qui nous ont montré la fragilité de nos infrastructures, pas plus tard que la semaine dernière à Valence. Est-ce que vous avez, dans vos scénarios prospectifs, envisagé ou travaillé sur des formes d'habitat nomades ou mobiles? Je pense notamment à la vague des tiny house, ou est-ce que vous avez exploré des formes d'habitat qui pourraient permettre un retour à une forme de mobilité? Alors, je passe le micro à Vincent. Donc, c'est justement les projets que je ne voulais pas vous montrer aujourd'hui, qui sont dans le premier chapitre du livre, garantir un habitat aux réfugiés climatiques. Donc, vous avez raison. En fait, là, les 3,2 degrés qu'on nous annonce depuis 2 ans pour 2100, par degré, ça va faire augmenter de 7% le taux d'humidité dans l'atmosphère. Ça veut dire qu'en 2100, il y aura 21% d'humidité en plus dans l'atmosphère. Donc, des rivières atmosphériques, des baignoires qui vont se déverser sur les villes complètement bétonnées, ça va faire des effets toboggans. Et ce qui se passe à Valence, ça pourrait arriver à Paris. Par exemple, ici, chez Léonard, nous sommes en zone inondable. Donc ça veut dire que si on a une crue centenale, et ça fait plus ou moins 103 ans, je crois qu'on l'attend, on va avoir les pieds dans l'eau, peut-être pas dans l'amphithéâtre, mais dans l'entrée principale. Et donc, c'est vrai que pour prévenir ça, je crois que j'ai cité le chiffre de 1,2 milliard de réfugiés climatiques d'ici 25 ans. Ça représente un être humain sur 9. C'est quand même dingue de se dire qu'il y a un être humain sur 9 qui va devoir délocaliser son habitat parce qu'il aura les pieds dans l'eau, ou alors parce que les champs d'agriculture seront complètement salinisés et impropres à cultiver quelque alimentation. Et donc c'est vrai que nous, on a été amenés à travailler sur des cas de villes flottantes. Donc ça fait penser directement à Jules Verne. La première ville flottante qu'on a dessinée, c'était notre projet du concours international qu'on a présenté pour l'extension en mer de Monaco. Donc en fait, l'extension en mer de Monaco, tous les autres concurrents, ils ont proposé soit la construction sur pieux, c'est-à-dire comme une plateforme pétrolière, des pieux de 65 mètres de profondeur pour venir construire des logements de R+4, R+5. D'autres concurrents ont proposé de faire des polders sous-marins, c'est-à-dire d'aller chercher des millions de tonnes de sable au milieu de la Méditerranée et de les ramener contre le littoral monégasque pour toujours poser ces bâtiments. Et donc nous, on avait étudié avec l'Université de Singapour, qui, un peu à l'image de Monaco, est un territoire géographiquement limité, mais qui a besoin d'espace pour
notamment sa résilience et son autonomie alimentaire, et qui étudie depuis longtemps la possibilité de construire des plateformes flottantes, c'est-à-dire des plateformes qui sont vouées au nomadisme en mer, qui n'impactent pas la biodiversité sous-marine et qui sont intéressantes dans le cas comme Monaco, où on a une déclivité du fond marin de moins 65 mètres à 10 mètres de la plage. Ensuite, du coup, on a été appelé par l'Organisation des Nations Unies à développer le projet Lilipad, donc qui est notre projet un peu fondateur de l'agence, le projet Nénuphar en français, pour l'archipel des Maldives. Donc il faut savoir que, par exemple, l'île de Malé a déjà les pieds dans l'eau et vont devoir, d'ici les 3 prochaines années, évacuer l'ensemble de la population. Et donc, le projet Lilipad, en fait, il fait référence à la structure très finement nervurée, de façon radiale et concentrique des feuilles de nénuphar, qui utilise un minimum de matériaux pour proposer une feuille végétale sur laquelle un être humain peut tenir debout sur l'eau. Et donc, il présente une plasticité qui, sur le plan de l'ingénierie, est un modèle d'ingéniosité naturelle. Et ensuite, on a travaillé avec des ingénieurs de la NASA sur le projet iCorea, qui est présenté dans le livre également, qui est un projet là vraiment très visionnaire, mais en fait qui part du constat qu'aujourd'hui, il y a un nouveau continent qui se retrouve dans les 5 gyres océaniques, qui s'appelle le 7e continent. Et en fait, la matière première de ce 7e continent, ce sont nos déchets plastiques. Donc il faut savoir qu'on produit, chaque être humain, plus ou moins, au moins 1 tonne de déchets plastiques par an. Et tous ces déchets plastiques, ils se retrouvent, on ne sait où, hein, on ne connaît pas le cycle. Est-ce qu'il y a une économie circulaire qui a été mise en place autour de ça? Mais on constate en tout cas que tous les déchets plastiques se retrouvent dans les rivières, dans les nappes phréatiques, dans les océans, sont ingérés par les petits poissons qui sont mangés par les gros poissons qui finissent dans notre cerveau. Il paraît qu'on mange l'équivalent d'une carte bancaire par an, je crois. Mais sans le code. Et donc, le problème, c'est que donc on s'est intéressé à ce 7e continent, et les ingénieurs, ils ont étudié comment on pouvait essayer de récupérer ces déchets plastiques pour transformer le déchet en ressources de construction et utiliser, grâce à des imprimantes 3D, des systèmes constructifs pour construire des plateformes flottantes destinées aux réfugiés climatiques. Et donc on explique un peu le parcours intellectuel qu'il y a derrière ce type de projet innovant dans le premier chapitre du livre. Et au final, aujourd'hui, on a beaucoup de demandes pour développer ce type d'habitat flottant, notamment en Asie du Sud-Est, en Corée, aux abords de Séoul, au Japon, à Singapour, hein, où il y a déjà beaucoup de terre qui a été pris sur la mer, ou même plus proche de nous, à Barcelone, où le nouveau marché de Barcelone a été en fait construit sur une plateforme flottante. On ne le sait pas spécialement quand on se promène dessus, mais des architectures flottantes, il en existe déjà pas mal. Bon, on va prendre les dernières questions, s'il y en a. Voilà. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que vous avez déjà eu affaire à des villes perméables? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de pouvoir faire des villes perméables ou pas? C'est le principe de la désartificialisation des sols, de toute façon. Hein. Avec la végétalisation, on crée un modèle de ville éponge. Oui, mais voilà. pas que, en fait, moi je pensais... Alors, je vais passer la parole à l'architecte, parce que moi je ne suis que journaliste. Oui. Non, mais pas que, parce que j'ai vu un document sur des villes en Chine qui ont été un peu surélevées et où il y a tout un système de canalisation sous des routes qui sont perméabilisées. Et donc il y a le côté végétalisation et tout ça, mais il y a aussi le côté bétonnage perméable. Et qu'est-ce que vous en pensez? Donc effectivement, ça fait partie du concept de Sponge City, donc la ville éponge, la ville qui absorbe les eaux pluviales. Et aujourd'hui, moi, j'essaye d'innover, comme beaucoup de confrères ici dans cette salle, d'essayer d'intégrer un maximum d'écologie et de symbiose avec la nature. Mais on travaille aussi avec plein de fabricants de matériaux. Donc aujourd'hui, on a parlé du bois, des aciers performants, des matériaux biosourcés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les fabricants de routes, ils essayent de créer les nouveaux bitumes de demain, qui sont des bitumes qui sont construits essentiellement à partir de nos déchets et qui présentent des structures perméables, c'est-à-dire qui laissent s'infiltrer les eaux pluviales pour les livrer dans les nappes phréatiques. Donc nous, forcément, on est intéressé à ça. Par exemple,
moi, je viens de Bruxelles, c'est une ville qui est construite beaucoup en pavé, avec des joints creux. Et donc, à l'époque, au Moyen-Âge, on va dire, c'était la ville perméable. C'était des revêtements en minéral, mais qui laissaient complètement passer les eaux pluviales pour hydrater les nappes phréatiques. Et on revient à ça. Aujourd'hui, dans tous les nouveaux aménagements urbains, on retrouve des systèmes de pavage à joints végétalisés. Et également, sur les aires de jeu, on retrouve des bitumes souples qui sont également perméables. Et on voit que, par exemple, toutes les cours d'école à Paris, mais dans toutes les villes du monde, sont en train de se débituminer. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas de ramener du végétal, de ramener de la terre. Donc il y a un peu plus de travail pour nettoyer les classes et les couloirs des écoles. Mais en tout cas, je pense que les enfants, en parlant de convivialité, de well-being, de bien-être, sont plus heureux sur une ville perméable. En fait, Arnaud peut répondre à toutes les questions aussi, vu que c'est lui qui a écrit tous les textes. Je laisse quand même le spécialiste. Bon. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ou est-ce qu'on passe Merci à tous. Merci.